Madame, Monsieur, bonjour. La mobilisation contre la réforme des retraites a débuté le 5 décembre dernier, 6 semaines après. Où en est le mouvement de grève? Que reste-t-il dans ce texte qui sera étudié en Conseil des ministres dans quelques jours? Le bras de fer est-il terminé? Les réponses aujourd'hui dans Dimanche en politique. Invité donc dans Dimanche en politique aujourd'hui, des acteurs et des observateurs de cette réforme des retraites en France. Tout d'abord, Dominique David, député de la Gironde et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour. Loïc Prudhomme, député de Gironde également, vous êtes député La France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Philippe Poutou, porte-parole du parti NPA, délégué également CGT de Fort-de-Blanquefort. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jean-Paul Parot, secrétaire général CFDT de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Je le disais, cette réforme a été lancée le 5 décembre dernier. Tout d'abord, Dominique David, fallait-il véritablement une réforme du système des retraites? Oui, j'en suis convaincue, parce que le système est aujourd'hui un peu à bout de souffle. Il laisse de côté un bon nombre de Français qui n'ont pas de carrière linéaire. Je pense aux femmes, je pense aux agriculteurs, je pense aux artisans. Aujourd'hui, le système actuel est extrêmement injuste et n'accompagnait pas jusqu'au bout de leur vie professionnelle tout un tas de corps de métier. D'autre part, cette réforme était injuste puisque pour un même métier exercé, selon l'entreprise dans laquelle on l'exerce, on n'avait pas le même système de retraite et il fallait moderniser ce système. Toutes les réformes qui avaient été opérées depuis 1993 étaient des réformes purement paramétriques qui avaient pour objectif de repousser l'âge de la retraite. Là, aujourd'hui, il fallait refonder ce système pour le rendre plus juste et surtout pour sauver un système auquel on est extrêmement attaché en France, qui est celui de la répartition, où en fait les actifs financent ceux qui sont à la retraite. C'était également une promesse d'Emmanuel Macron, Absolument. Une promesse de campagne. C'est votre sentiment aujourd'hui, sentiment partagé, Loïc Prudhomme? Cette réforme, il fallait absolument l'engager, il fallait modifier le système des retraites en France? Évidemment non, en tout cas pas sur les éléments de langage que viennent de nous répéter Madame David. Ce système de retraite tel qu'on le connaît est le meilleur d'Europe. Je rappelle, au-delà des éléments de langage, les chiffres qui sont factuels. 7% de taux de pauvreté chez les retraités aujourd'hui en France, il n'y a pas mieux en Europe. Un taux de remplacement des pensions, c'est-à-dire combien de votre salaire vous allez retrouver à la retraite de 70%, au-delà de la moyenne de l'OCDE qui est à 58%, on est à 70% en France. Donc un système qui fonctionne, qui est universel puisque tout le monde part à la retraite et qui bien sûr doit être amélioré parce que 7% on ne peut pas s'en satisfaire. Il faudrait qu'il n'y ait aucun de nos retraités, de nos seniors qui soient dans des situations de pauvreté. Donc bien sûr qu'il faut l'améliorer, mais ce système fonctionne. Donc la question est comment on fait pour l'améliorer et non pas comment on fait pour réduire les pensions, qui est quand même le fond de la réforme qui est aujourd'hui proposée par le gouvernement. Avant de parler du texte et de l'évolution, c'est important de savoir quel est votre point de vue justement sur la nécessité ou non de réformer ce système. Jean-Paul Parot, vous représentez la CFDT au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, je viens de le dire, syndicat très engagé dans ce débat sur les réformes. Pour vous, fallait-il faire évoluer ce système également et fallait-il le transformer? Bien sûr. Après, ça me fait plaisir d'entendre de la bouche du député de la France Insoumise que c'est le meilleur système d'Europe. Quand en 2003 ou en 1995, il a fallu s'engager dans des réformes où on avait un système de retraite par répartition qui était en danger, la CFDT s'est engagée. On a eu quand même des menaces à ce moment-là et puis des incompréhensions de la part de certains partis de gauche ou d'autres syndicats. Et aujourd'hui, on apprend que c'est le meilleur système d'Europe, voire du monde. Donc on est assez fiers, nous, la CFDT, oui, de nous être engagés par le passé pour sauver ce système par répartition. Et là, on s'engage encore parce que ce système-là est à bout de souffle. Il crée de l'injustice sociale, il crée aussi de l'inégalité, il crée aussi un problème de lisibilité sur les départs de retraite. Et nous, on souhaite l'améliorer. On va parler de l'engagement de la CFDT ces derniers jours, ces dernières semaines dans ce conflit. Philippe Poutou, quel est votre sentiment sur la réforme des retraites et sur la situation actuelle, le fonctionnement actuel du système? C'est plus large en réalité que la retraite. D'ailleurs, dans les manifestations, tout le combat qui est mené aujourd'hui, la bataille sociale, elle parle retraite évidemment parce qu'on répond à une réforme qui pour nous est une attaque, une remise en cause des droits. Mais au-delà de ça, c'est la question de la précarité, la question des bas salaires. Et on sait que tout est lié avec la retraite aussi. Donc en fait, c'est un ras-le-bol contre les inégalités sociales, contre une souffrance. D'ailleurs, on peut faire le lien même avec un an de gilets jaunes, puisque cette bataille-là, elle est la continuité de ça. Et c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol contre toutes les remises en cause de notre niveau de vie. Et c'est ce qui est en train de se
se faire, quoi. On est en train de vivre, en tout cas nous, des millions de gens, en train de vivre de plus en plus de difficultés. Et donc là, on sait très bien, même si évidemment la parole du gouvernement ou la parole des députés, c'est de dire, regardez, on combat les injustices, tout ça. Bon, on sait tous très bien que c'est l'inverse qui se passe en fait. En réalité, même les histoires de capitalisation, on voit bien que petit à petit, il y a une histoire d'argent à continuer à détourner de la collectivité. Et tout simplement, la traduction, c'est que d'un côté, on a une précarité, une pauvreté qui s'accroît, des inégalités sociales qui s'accroissent, et puis de l'autre côté, des ultra-riches, et puis qui se gavent. Donc on est dans ce monde-là. Donc ce qui s'essouffle, c'est plutôt le fonctionnement économique de ce système capitaliste qui pille de plus en plus les richesses collectives et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des ultra-riches et qui s'enrichissent sur le dos des gens qui sont de plus en plus pauvres. Alors on va revenir sur ce texte, mais on va revenir également sur ce qui s'est passé cette semaine. Et depuis 6 semaines, les Français, les Aquitains, ont exprimé leur désaccord avec cette réforme. En tous les cas, certains Français et certains Aquitains qui sont descendus dans la rue depuis le 5 décembre. Regardez ce reportage, c'était cette semaine lors de la mobilisation dans la région. C'était mercredi dernier. Sandrine Valero. Malgré le retrait provisoire de l'âge pivot, les manifestants demandent toujours l'annulation pure et simple de la réforme des retraites. Pratiquement partout en Aquitaine, la mobilisation a accusé un recul. Ils étaient près de 2500 dans les rues de Bayonne, 3000 à Pau, 2000 à Périgueux. Dans les cortèges, des cheminots, des professionnels de santé, des retraités ou encore des enseignants. Qu'ils soient concernés ou non par la future réforme, tous combattent ce qu'ils considèrent être un système injuste. On se bat surtout pour les futures générations parce que nos parents, nos grands-parents se sont battus pour ce modèle de retraite, ce modèle social. Et si on cède sur les retraites, demain, ça va être d'autres choses. Ça va être sur les congés payés, ça va être sur le droit du travail qui est déjà bien attaqué avec la loi El Khomri et les lois travail. Avec la réforme de la fonction publique, où effectivement, on a effectivement un recul majeur. À Bordeaux, participation en baisse par rapport à la journée du 9 janvier. 4500 manifestants selon la préfecture, 20 000 selon les syndicats. De nouvelles actions de grève sont prévues les 22 et 23 janvier, avant une journée de mobilisation intersyndicale vendredi 24. Dominique David, qu'est-ce qui a changé depuis le 5 décembre? Quelles ont été les évolutions notables du texte? D'abord, il faut signaler qu'il y a énormément de négociations au sein même des entreprises, au sein de la SNCF, au sein de la RATP, au sein d'EDF, etc., avec des avancées, notamment sur l'âge d'application de la réforme, puisque au départ, lorsqu'elle a été présentée, les Français concernés étaient ceux qui étaient nés en 63, c'est mon cas, c'était ma génération, et alors qu'aujourd'hui, en fait, l'âge a été repoussé à 1975, l'année 1975. Donc effectivement, le nombre de Français en fait concernés par cette réforme est aujourd'hui beaucoup plus limité. C'est déjà un écart très important, une évolution très rapide. C'était une évolution importante effectivement qui permet aujourd'hui d'avoir seulement 30 000 par exemple cheminots concernés à la SNCF par la réforme. Jean-Paul Parot, ce texte a évolué, on l'a vu, et notamment vous y êtes pour beaucoup au niveau de la CFDT, notamment par ce que l'on a appelé l'âge pivot à 64 ans, qui a été sorti du texte par le Premier ministre. Vous considérez que c'était votre cheval de bataille, ça, à la CFDT ? C'est une victoire pour notre organisation syndicale. On s'est clairement mobilisé contre cet âge pivot et le gouvernement, force est de constater, a reculé devant notre argumentation. Et c'est une bonne chose parce que cet âge pivot a été complètement inégal, n'avait rien à faire dans une réforme qui voulait changer le système et l'améliorer. On ne voulait pas de mesures d'âge supplémentaires qui étaient pénalisantes pour les travailleurs. Tout le reste dans le texte vous convient ? Non, mais après, il y a des choses... maintenant, on va pouvoir discuter. L'âge pivot, pour vous donner quand même un ordre d'idée, c'est 200 000 travailleurs par an qui étaient concernés par un âge de départ à 62 ans. Et cet âge pivot, c'était 200 000 travailleurs par an donc, qui étaient pénalisés. Donc sur 15 ans jusqu'à la génération 75, c'est 3 millions de travailleurs qui vont pouvoir, grâce à la CFDT, ne pas pouvoir reculer leur âge de départ. Donc c'est en effet, c'est une grande victoire pour nous. Mais la victoire ne veut pas dire qu'on a gagné complètement sur tous les champs. Il y a l'enjeu de la pénibilité qui est une grande injustice sociale. On veut faire réintégrer les 4 critères qui ont été enlevés par ce même gouvernement en 2017, de façon à permettre à des travailleurs de faire valoir leurs droits face à des travaux pénibles qui les pénalisent sur l'âge de départ ou sur leur espérance de vie. Loïc Prudhomme, vous côtoyez les Français sur le terrain tous les jours, sur votre circonscription, mais pas uniquement à Paris. Tout d'abord, est-ce que véritablement les Françaises et les Français comprennent véritablement ce qu'il y a dans le texte ? Ce qui va se passer
ensuite lors de la retraite, lors de leur retraite? C'est un peu compliqué, effectivement, quand on a des leurres comme cette affaire de l'âge pivot, qui en fait est une mini-clause du grand-père, puisqu'il s'agit de sauter les générations jusqu'en 75. Et je suis étonné que le monsieur de la CFDT se réjouisse de dire qu'en fait, il y a 3 millions de personnes qui ne vont pas bénéficier de cette superbe réforme que tout le monde vante. Donc, si je peux finir sur ce leurre de l'âge pivot qui est dans le texte, Madame David, qui dit c'est jusqu'à 75, vous n'aurez pas d'âge pivot, mais l'âge d'équilibre reste. L'âge d'équilibre reste dans le texte, il est présent dans plusieurs articles. C'est la réforme qui s'applique à partir de 75. Et les articles disent que sur l'âge d'équilibre, c'est bien un âge à partir de laquelle on va pouvoir calculer la décote sur votre pension pour payer moins. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut être effectivement très clair et très pédagogue sur ce qu'il y a dans ce texte-là. Ce qui est difficile. Ce qui est assez difficile. Mais il y a quelque chose de se projeter pour savoir quel sera son montant de retraite. Il n'y a pas véritablement de simulateur qui permet aujourd'hui d'envisager d'avoir un chiffre un peu précis. Mais il y a des choses qui sont factuellement très faciles. Il y a des choses qui sont factuellement très faciles à comprendre. De réforme lancée, c'est compliqué également de ne pas pouvoir avoir des chiffres un peu précis. Oui, mais enfin le danger... Si je peux juste terminer sur les choses faciles à comprendre, c'est toujours dans le texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le gouvernement. Article 64, il dit que ce texte de réforme des retraites a vocation à favoriser l'épargne retraite, donc pour compléter les pensions qui sont prévues à la baisse. Et ça, je dirais, tous ceux qui ont des enfants qui soient au CM2 ou au CE2 ou au CM1 pourront comprendre que si vous faites la moyenne de ces notes, les 10 meilleures ou sur l'ensemble de la scolarité, ça va effectivement faire baisser la moyenne. Et c'est le cœur de la réforme. C'est qu'on prenait les meilleures années, maintenant on prend toute la carrière, ça fait baisser effectivement toute la référence et les pensions vont baisser. Et tout ça est écrit noir sur blanc. Donc je pense qu'il faut, quand même... C'est pas ça qui est écrit noir sur blanc. Si, c'est écrit article 64, voilà, il faudra lire les choses d'une manière précise. Je l'ai dit, vous portez les couleurs de NPA, vous êtes aussi un délégué CGT. Ce texte, vous le recevez comment? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ce texte, dans ce projet de réforme? Non, je crois pas. Non. Rien n'est positif? Non, mais c'est le problème de quand on discute précisément d'un paragraphe, d'un article ou d'une phrase, ou quand on discute technique sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre et tout ça, le problème c'est qu'on discute plus de l'ensemble de la situation. Aujourd'hui, les retraites sont très basses, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on peut à la fois... Le minimum à 1 000 €, c'est pas mal quand même. Non, et c'est même ça, c'est mensonger. C'est net. Non mais bon, alors là, c'est 80%. net ou c'est brut déjà. Oui. Et puis dans quelques années, voilà, carrière complète. Le problème qui est posé, c'est qu'en fait, on sait tous que les retraites sont globalement insuffisantes, à part ceux qui ont des très gros salaires et qui, bon voilà. Mais elles sont insuffisantes. On sait tous que les retraites, elles sont amputées parce qu'il y a des périodes de chômage de plus en plus, de la précarité. Et plus il y a, c'est ça. Et plus il y a de la précarité, plus les salaires sont bas. On sait, voilà, donc il y a tous ces problèmes-là qui sont posés. Donc en fait, la question d'une réforme de retraite, il faudrait discuter de comment en fait on peut faire en sorte qu'au bout du compte, toutes les personnes salariées, elles aient une retraite qui soit décente. Alors après, c'est pas toutes les personnes salariées. Il faudrait fixer, tous les travailleurs en France. Il faudrait fixer, tous les gens qui travaillent, d'accord, qui tous les travailleurs qui puissent avoir une retraite qui soit décente. Alors après, il faudrait discuter à quel niveau c'est décent. Nous, on pense qu'un SMIC, c'est pas décent aujourd'hui. Ce serait bien au-dessus, parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien. Il faut aussi évoquer le fait comment on les finance ces retraites, un seuil décent. J'en viens, tout à fait. Donc en fait, on devrait discuter comme ça. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la fin de notre vie professionnelle? Est-ce qu'on vit avec combien il faudrait qu'on ait pour vivre? Voilà. Donc ça, c'est le premier truc de départ. Et on devrait dire l'objectif, c'est d'atteindre ça. Après, pour atteindre ça, effectivement, il faut des recettes. Mais les recettes, on discute jamais de ce qu'il faudrait refaire, mais ça fait 40 ans, en fait, que les politiques libérales s'accumulent. On fait des exonérations de cotisations patronales en pagaille. On parle du CICE et tout ça. Et c'est sur tout ça qu'il faudrait revenir. À cet aspect-là, c'est-à-dire arrêter les exonérations de cotisations patronales, c'est-à-dire refaire rentrer donc des cotisations dans les caisses de retraite. Et l'autre aspect, ça veut dire rehausser le salaire minimum. Ça pose le problème de l'embauche dans les services publics et partout, parce qu'on sait que les caisses, elles se vident à cause du chômage, à cause des bas salaires. Donc c'est tout ça. Une information. Si l'ambition d'un gouvernement qui veut répondre à l'urgence sociale, eh bien, il se fixerait ça comme critère de départ. C'est pas l'âge d'équilibre, c'est la cotisation d'équilibre en fait. C'est pour sortir de exploser le cadre des 14% de PIB, alors qu'on sera de plus en plus nombreux. À ce stade, et donc forcément, c'est la remise en cause. À ce stade, j'aimerais vous donner une information qui ne vous a pas échappé cette semaine. C'est une information de l'INSEE qui donne la dette de la France à fin septembre, qui est sortie 2415 milliards, soit 100% du PIB. On rejoint le club de la Grèce, l'Italie, Chypre, le Portugal. La dette par habitant, 36 000 € en France.
Ça Ne faut-il- n'a aucun sens. Ça n'a aucun Ça n'a sens. aucun sens de parler de la dette comme ça, parce que vous comparez un stock et un flux. Donc ça, voilà, c'est comme si... Non, mais la Pour dette, autant, quand ça- la dette Et- est là, il faut bien envisager quelques réformes pour qu'on évite une aggravation Non, du avant- système avant ça- et qu'on oui, prenne oui, des oui, mesures oui, pour non, que les non, choses il faut changent. qu'on évite déjà d'avoir les 100 millions d'évasion fiscale, les 60 milliards ouais. Non, mais de toute façon, record d'Europe enfin, des excusez-moi, dividendes. Mais la dette, c'est solution, pas, c'est c'est d'aller pas un piquer problème. dans les C'est- dividendes. si, c'est qui un sont problème pour 44 certains. Non, milliards non, la dette, d'euros. c'est pas un problème. Des économistes, notamment les économistes satiriques, qui vous disent la dette, ce n'est pas un problème parce que d'abord, un État, ça ne fait pas faillite. D'accord. Ensuite, Enfin, on met Alors, aujourd'hui. par certains mais vous États, posez la notamment question comme du Chili en ensuite, ce en face moment, la de- Grèce également, qui En ont face- souffert non, de non, mais c'est pas situations la- c'est pas la compliquées. même affaire. En face d'une dette, en face d'un emprunt, d'une dette, il y a des biens matériels, physiques, les écoles, les hôpitaux. Moi, ça me pose pas de problème qu'on Allez s'endette pour demander- construire allez dire ça au Chili, hein. des écoles et des hôpitaux. On n'est pas au Chili, Madame David. Oui, Ça mais vous a enfin, peut-être échappé. ouais. On est en France. Ne dites pas qu'un Et donc pays ne aujourd'hui, peut pas notre être en dette, faillite, c'est voilà, tout à fait faux. comment on la rembourse, en combien de temps? En 7 ans, on rembourse les dettes que l'on a contractées. Donc on n'est pas en situation incroyable. C'est 15% Bien sûr. du PIB que l'on produit qui est On affecté les rembourse à en 7 ans rembourser en prenant la certaines dette. mesures. Non, Oui. non, là aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Non, mais le débat, on voit bien le débat politicien. Oui, exactement. Non, pas politicien, Si, c'est si, la si. politique Ce économique, sont c'est des pas postures politique. J'entends, politiques, c'est pas On est dans la syndical. revendication fiction. Robin des Bois, c'est de Voilà, la fiction, ça exactement. n'existe pas. Nous, à la CFDT, on est sur du Nottingham. pragmatisme, c'est-à-dire on Exactement. respecte la démocratie sociale. Il y a un gouvernement qui a été élu. On n'est pas du tout d'accord avec plein de mesures qu'il a mis en place, notamment l'assurance chômage, etc. Et sur la réforme des retraites, nous, on assume la revendication de régime universel par points. L'âge pivot était une injustice puisque les générations 60 étaient directement concernées dès 2022 et c'est des choses qu'on a fait reculer. Donc là, on est dans le pragmatisme. Soit on est dans des gros discours du capitalisme, etc., qui n'avancent absolument rien, qui Non, envoient c'est pas les des gens gros discours, et on a qui fait une envoient les contre-réforme, gens on a fait une et qui C'est pas la envoient réforme les des gens travailleurs, là, et c'est qui de envoient la les gens posture dans les murs, ou politique. soit on fait Mais un si. syndicalisme Pas du tout. CFDT, Et c'est pour ça que vous première n'arrivez pas. organisation Pardon, syndicale. attendez, Il y a pas de attendez. milliards d'euros de Écoutons milliards. Monsieur Parot. Monsieur première Parot, pour bien organisation comprendre, syndicale en France et qui fait avancer, qui fait reculer bien le comprendre, gouvernement. on a vu la C'est négociation, la première fois que le s'il vous plaît, gouvernement, s'il vous depuis plaît, 2017, s'il vous plaît. recule sur une mesure aussi on importante. a vu le Et c'est gouvernement grâce aux négocier militants avec CFDT. Laurent Berger. Mais est-ce que les militants de la base, de votre base, acceptent forcément, Mais bien facilement, pas tous, on a entendu On des est interviews 600 000 notamment adhérents de la en CFDT France. cheminots qui contestaient en effet les Mais accords qu'il qui y avaient ait pu être une passés. partie d'adhérents CFDT qui soient inquiets par rapport à leur régime spécifique, c'est évident. Et on est là aussi pour les accompagner. On n'est pas dans une dictature qui impose une obligation à ne pas aller manifester parce que Laurent Berger et le Bureau national dont je fais partie a décidé de ne pas aller Est-ce manifester. que vous avez eu l'impression d'être manipulé, d'être Mais bien utilisé? sûr que non. Au contraire, je pense que c'est le gouvernement aujourd'hui qui a reculé devant les assauts de la CFDT, devant aussi la force de persuasion et tout le travail qu'on a fait aussi auprès des parlementaires. Alors je regrette que M. Prudhomme n'ait pas encore répondu à notre invitation en Gironde. Mme David l'a fait, d'autres députés l'ont fait. On est là aussi pour échanger en bilatéral pour essayer de trouver un système de façon à ce que nous, on puisse aussi échanger et donner notre point de vue et entendre aussi le point de vue de chacun. Votre point de vue très contesté par certains. Le siège de la CFDT à Paris en fin de semaine a été agressé par des opposants qui sont venus Mais ça, de manière verbale ou de manière agressive en fait contester les choix que vous avez Bien pu sûr, faire. mais ça, On voit un c'est- climat tendu entre les syndicats Mais en France c'est aujourd'hui. tendu par une minorité qui se sentent peut-être impuissants dans leurs revendications. Nous, on affirme notre puissance syndicale et qui gêne une minorité. Et puis, il ne faut vraiment pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a, je pense, un respect entre organisations syndicales. Personnellement, moi, je respecte un travailleur qui va s'engager, quelle que soit l'organisation syndicale qui va choisir. Et de la même manière, moi, je demande à ce que tout le monde respecte l'engagement de la CFDT. Philippe Poutou, Laurent Berger, la CFDT, Laurent Berger, c'est le patron aujourd'hui en France? Franchement, je m'en fous de ça. Nous, on a d'autres problèmes. Après, Laurent Berger, la CFDT, elle choisit de soutenir le projet de Macron. Ils le Ça a eu font. une incidence Nous, le sur, problème sur qu'on a- le- le sur problème les qu'on a- échanges et sur le débat Ouais, sur non, la mais le problème réforme. qu'on a, c'est pas tant de commenter ce que peut faire Berger. De toute façon, la CFDT, ça fait quand même un moment qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde d'un point de vue du combat syndical. Donc, c'est pas une nouveauté. Depuis le début, ils sont pas dans la mobilisation. Donc, en fait, pour nous, ça change rien pour l'instant. La question, c'est effectivement par rapport à la lutte qui est menée aujourd'hui, c'est comment elle se renforce. On voit bien que c'est difficile. On voit bien que même
même du côté des cheminots de la RATP, ça tire un peu sur la grève parce que ça fait plus d'un mois. On voit que d'autres secteurs ont du mal à se mettre en mouvement. Donc nous, le problème qu'on a, c'est comment on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait un vrai mouvement qui explose et qui change la donne. Donc enfin, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une escalade de la violence qui est absolument inédite. Mais la violence, de toute façon, on peut discuter de la violence, effectivement. La violence sociale, quand on a 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, quand on voit les licenciements qu'il y a au quotidien, quand on voit la précarité qu'il y a, quand on voit la destruction... Enfin, vous dites n'importe quoi, mais quand on voit la violence sociale au quotidien, c'est ça, c'est cette pauvreté-là, c'est cette souffrance humaine qui s'est traduite. Là, par exemple, aujourd'hui, ce matin, il y avait un rassemblement d'une structure EREA des IN, hein, donc c'est du primaire au lycée, donc une structure qui est adaptée aux enfants, aux élèves handicapés ou en situation de difficultés scolaires, et ça est en train de disparaître, ça. Donc en fait, à tous les niveaux, les gens sont en train de se battre pour essayer de défendre ce qui existe. Non, c'est pas mélangé, c'est le quotidien. Monsieur parlait de pragmatisme. Philippe Poutou, sur la réforme, il y a un épuisement aujourd'hui. On est à plus de 45 jours de grève. Il y a de moins en moins de mobilisation. D'ailleurs, comment est-ce qu'on sort de ce schéma, de ce bras de fer? La grève des cheminots diminue, c'est ce que j'ai dit moi-même au départ là. La grève de la RATP diminue, mais en réalité, il y a une multiplication des actions, une diversification des actions, et y compris une radicalisation. Moi aussi, j'aimerais bien. Non, mais il m'a donné la parole, je finis juste. Non, c'est quand même un peu plus simple de faire comme ça. Donc après, la question qui est posée, on voit bien qu'il y a de la colère qui est répartie, même des secteurs comme les avocats, la santé. On voit pas mal de choses qui se passent qui sont très nouvelles. Et nous, on pense que ce mouvement-là, il a cette dynamique-là. C'est vrai après qu'à côté de ça, c'est dur de faire des manifs plus grosses et tout ça, on le voit. Mais n'empêche que c'est l'expression d'une colère sociale qui est très large, qui est très profonde. Et nous, notre problème, c'est comment ça peut s'organiser et comment on peut arriver à un moment donné à imposer tout simplement une réponse à des besoins sociaux vitaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont pauvres, qui n'arrivent plus à se loger, se soigner. Et donc la question des retraites, elle est posée dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la politique politicienne. On peut discuter quand même d'un problème politique de base qui concerne des millions de gens aujourd'hui. On n'arrive plus à vivre correctement. C'est noté, Philippe. Dominique David, s'il vous plaît. Dominique David, je vais vous redonner la parole. S'il vous plaît, monsieur Parot, s'il vous plaît. Il nous reste 4 minutes, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on est devenu première organisation syndicale, parce que ce travail-là, il a été reconnu. Il faut essayer de conclure l'émission de manière correcte pour que chacun puisse s'exprimer. Il nous reste moins de 4 minutes dans cette émission. Madame David, comment est-ce que l'on sort de ce conflit? Il va bien falloir à un moment donné sortir de cette situation pour trouver quelque chose de concret à réaliser. Le retrait. Alors, non, il n'y aura pas de retrait, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de front syndical. On vient de l'exprimer là. Aujourd'hui, le gouvernement négocie avec un certain nombre de syndicats, donc la CFDT et l'UNSA. Aujourd'hui, on assiste à une situation où des syndicats qui ont pris des positions radicales d'emblée en demandant le retrait de la réforme et compte tenu d'une mobilisation qui baisse à tout point de vue, sont dans une impasse dans laquelle ils ont conduit un certain nombre de grévistes aujourd'hui qui se trouvent dans des situations dramatiques et ne savent pas comment sortir de cette situation. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je vous le dis vraiment très très franchement, c'est la radicalisation et la violence de cette mobilisation. Je voudrais faire état de ce qui s'est produit jeudi soir chez ma collègue Catherine Fabre, qui n'a pas pu tenir sa cérémonie de vœux parce que sa cérémonie a été arrêtée et perturbée pour donner la parole à tout le monde sur ce plateau pour conclure en quelques secondes. Il faut essayer de prendre acte que cette réforme se fera, essayer de revenir, si vous en êtes capable, autour de la table pour défendre les intérêts de ceux s'il vous plaît, Dominique David. Jean-Paul Parot, le texte sera étudié le 24 janvier prochain, en tous les cas en Conseil des ministres. Ce texte, vous êtes prêt, la CFDT, après à signer en l'état? Bien sûr que non. C'est pas un chèque en blanc, et c'est là, moi, je m'adresse au gouvernement ou à l'ensemble des députés de la majorité pour leur dire que, continuons le travail de concertation entre les représentants de notre organisation syndicale pour trouver un système qui soit le plus juste et le plus équitable pour l'ensemble des retraités et des travailleurs français. Merci. Loïc Prud'homme, votre bataille à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, cette bataille, elle va ressembler à quoi?
Écoutez, moi je suis inquiet aussi, comme Madame David, de la radicalisation et de la violence, mais du gouvernement. Ce gouvernement qui est radical, puisqu'il a créé 400 000 pauvres en 2018, qu'il a fermé l'Observatoire des pauvretés pour 2019, histoire qu'il n'y ait pas de chiffres, et qui en 2020 remet le couvert avec cette réforme des retraites, qui va encore abaisser les pensions, qui va mettre les gens dans une plus grande précarité. Et donc ça, c'est un fait. Et factuellement, en plus, vous voulez... Ah, non, 400 000 pauvres, c'est pas une fake new, c'est dans les statistiques de l'INSEE, mais on ne doit pas lire les mêmes statistiques. Et puis dire aussi on que... peut en discuter, si vous voulez. Non, mais voilà, c'est ça qui m'inquiète, et qu'il faut absolument améliorer ce système. On n'est pas dans l'abstrait, monsieur. On a fait une contre-proposition d'une réforme qui serait plus juste, qui permettrait à chacun de vivre dignement à la retraite. Et là, il y a des faits, c'est chiffré, et c'est pas... Merci Loïc Prudhomme pour conclure. Voilà. Philippe Poutou, pour conclure, en 45 secondes, s'il devait y avoir une réforme, si vous deviez proposer une réforme maintenant à appliquer rapidement. Ah mais comment ça si vous moi, avez je une dis qu'il faut la proposition. retraite nous on dit qu'il faut la retraite à 60 ans, qu'il faut aujourd'hui un niveau de retraite qui permette de vivre correctement. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes, c'est de la politique politicienne pas concrète peut-être. Enfin, nous, et sur ce texte qui est proposé, en quelques secondes, sur ce texte, si vous deviez retenir une chose qui pourrait être utile sur le texte en cours. Non, mais sur le texte, il faut le virer, le texte. Voilà, il n'y a pas de négociation pour vous, il faut tout enlever. La semaine qui vient, donc on est dimanche, et il y a des actions qui vont se multiplier de lundi à vendredi. Donc voilà, c'est des violences sociales terribles. Donc on est pour des manifestations. Donc il va y avoir des rendez-vous, on espère les réussir, et on espère effectivement qu'à un moment donné, la bataille sociale ne soit pas perdue. Voilà, que ceux qui sont dans la rue, celles qui sont dans la rue, puissent gagner. Et on aimerait bien ne pas perdre comme toutes les réformes retraites passées. On va essayer de vous entendre et entendre vos arguments, madame. Merci, messieurs. Merci. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.